Le Bénin, autrefois le Dahomey, était le siège de civilisations anciennes et brillantes qui furent bâties autour de royaumes centrés sur des cités-États. Des royaumes puissants, une histoire incroyable de lutte anticoloniale, une histoire de lutte pour la quête de la liberté. Voilà un peu l'histoire peu connue du Dahomey, mais une histoire fascinante. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans l'histoire du Dahomey, l'histoire de la République du Dahomey. Un territoire qui a parcouru des siècles avec des guerres de royaumes puissants, avec des guerres contre les envahisseurs coloniaux, avec des guerres pour obtenir l'indépendance. Dans cette vidéo, on va retracer vraiment l'histoire de ce territoire du 14e siècle jusqu'à l'aube des indépendances. Asseyez-vous confortablement, prenez un petit verre de jus d'orange. Croyez-moi, on va découvrir ensemble aujourd'hui une histoire fascinante, l'histoire du Dahomey. Bonjour, je suis Mr. Ares, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle de culture afro, d'histoire afro, de géopolitique afro. Si tout ça vous parle, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Je tiens à préciser, aujourd'hui on est dans une série de vidéos, 20 vidéos en 30 jours. Et cette vidéo, c'est la 4e vidéo. On va parler de la première partie de l'histoire du Bénin. On fera une deuxième partie demain et potentiellement une 3e petite partie après-demain. Avant de continuer la vidéo, on va faire une petite pause de publicité pour le partenaire de la vidéo, en l'occurrence Godax. Godax est une plateforme de vente de chaussures authentiques à des prix abordables, offrant un large catalogue de marques hommes et femmes, le tout fourni avec des certificats d'authenticité. Pour effectuer vos achats, rien de plus simple. Vous pouvez le faire via le site godax.com ou l'application mobile Godax disponible sur iOS et Android. Avec Godax, vous avez également la possibilité de commander des chaussures qui ne figurent pas dans le catalogue en passant par des commandes personnalisées sur Instagram. Vos chaussures sont livrées rapidement et partout dans le monde. N'hésitez donc pas à aller sur Godax pour choper vos chaussures. Godax, la marque d'un style individuel. L'histoire du Bénin, c'est surtout l'histoire de nombreux royaumes, à savoir le royaume d'Alada, de Porto Novo, de Kétou, de Tchabé, de Niki, de Kondé ou encore de Djougou. Mais l'un des plus célèbres parmi ces royaumes est le royaume d'Abomey, qui est né entre 1610 et 1620. Ce royaume a été plus tard appelé le royaume de Dahomey. Mais dès 1716, ce royaume va très vite connaître une certaine éclosion. Il va obtenir son indépendance du royaume d'Alada et va commencer à connaître vraiment une renaissance ou une prise de pouvoir. En effet, en 1747, le royaume de Dahomey s'empare de Ouidah, au lieu des côtes des esclaves que se disputent les Anglais, les Portugais, les Français, les Hollandais depuis 1440. D'ailleurs, la plupart des empires européens ont construit des forts à Ouidah. Mais le royaume du Dahomey va connaître son apogée sous le règne du roi Gézo qui, au préalable, a évincé son frère, le roi Adam Dozan, du trône. En effet, sous Gézo, le Dahomey bat l'Empire d'Oyo en 1823, mettant fin à son statut de tributaire et développe fortement le commerce d'esclaves en collaboration avec les plus grands trafiquants d'esclaves de la sous-région tels que le Brésilien Francisco Félix de Souza. De 1873 à 1896, l'Europe connaît une grosse dépression économique. Ces pays industrialisés avaient des difficultés pour évacuer les produits finis, mais étaient dans le même temps désireux d'avoir des matières premières vitales pour leur prospérité. Dès cet instant, il faut absolument, pour ces pays, trouver des débouchés pour leurs produits, mais surtout trouver des endroits où ils pourraient avoir des matières premières hautement importantes, très précieuses, pour faire tourner leur industrie. Dans le cas de la France, déjà depuis quelques années, ils avaient déjà des assises au Sénégal où ils ont pu avoir une quantité importante d'arachides qui était vitale à l'économie française, plus précisément à l'économie de la ville de Marseille. Parce qu'il faut le préciser, Marseille a bâti sa richesse, sa prospérité sur l'industrie de la savonnerie, l'industrie des huileries. Et toute cette industrie-là était basée sur une matière première, l'arachide, qui venait, en tout cas fortement, du Sénégal. Autant vous dire que ces arachides sénégalais ont été vraiment, pendant longtemps, un facteur, un avantage concurrentiel qui a permis à Marseille de devenir vraiment la ville qu'elle était. Cependant, arrivé à un certain moment, ces arachides qui provenaient du Sénégal sont devenus moins compétitifs qu'avant. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces arachides qui ont fait la renommée de la ville de Marseille sont devenus à un moment donné moins compétitives. Et pour comprendre cela, il faut voir un événement particulier.
En 1969, le canal de Suez est inauguré et va totalement rebattre les cartes. Avec ce canal, les chemins vers les Indes sont raccourcis de pratiquement 9000 km, alors que les arachides provenant des Indes coûtent largement moins cher, ce qui constitue un avantage concurrentiel non négligeable pour les Britanniques qui veulent eux aussi exceller sur le marché des huileries et des savonneries. Dans ce contexte donc, pour résister à la concurrence, les Français vont donc décider de repérer des territoires dans la sous-région et de potentiellement asseoir leur emprise pour pouvoir soutirer le maximum de matières premières comme le palmier à huile ou l'arachide qui pourrait favoriser vraiment leur industrie d'huilerie ou de savonnerie. Parce que clairement, face aux Britanniques qui avaient des arachides qui coûtaient beaucoup moins cher, l'alternative était de trouver en quantité de l'arachide ou de l'huile de palme pour pouvoir vraiment faire face à cette nouvelle concurrence qui allait arriver. Dès cet instant, le Dahomey va faire office vraiment de cible dans le projet économique de la France. Et c'est ce qui va expliquer un peu, en partie en tout cas, l'intérêt soudain de la France pour cette région de l'Afrique. Mais ce n'est pas la seule raison. C'est une raison qu'on va développer un peu plus tard. L'une des raisons les plus tangibles, c'est surtout une raison géostratégique. En fait, à travers le Dahomey, la France et de nombreux pays voyaient une ouverture sur l'Atlantique. Si la France arrivait à vraiment mettre son emprise réelle sur le Dahomey et sur les côtes de cette région, elle avait la possibilité d'accéder à ces territoires enclavés comme le Niger et d'autres pays par le Dahomey. Donc, il y avait un intérêt vraiment géostratégique très important. Dès cet instant, la France va commencer tout un tas de manèges que vous connaissez tous, les manèges des traités. Ils vont donc voir avec le roi de l'époque, le roi Glélé, comment ils peuvent s'organiser pour avoir des traités de protectorat, comme ils aiment le faire. Sauf que le roi Glélé va plutôt signer des traités qui donnent l'autorisation aux Français de faire du commerce sur le territoire, notamment à Cotonou. Mais ce qui se passe, c'est que les Français sont obnubilés par le fait d'avoir leur fameux traité. Le 19 février 1968 est donc signé un traité qui dit que, en contrepartie de cette signature, les Français peuvent faire du commerce dans la zone de Cotonou, mais devront payer des impôts et des droits de douane au roi Glélé. Les Français signent donc ce traité, mais ils ont une idée beaucoup plus sombre derrière la tête. Ils veulent vraiment s'accaparer cette région. Parce que payer des droits de douane à des Africains, ce n'est pas forcément ce qui était prévu dans les business models. Mais il va y avoir un événement très important qui va leur permettre de changer la donne. Ce sera le blocus des Britanniques pendant pratiquement 6 mois dans cette région. Et donc, les Français vont s'improviser en tant que médiateurs, en tant que facilitateurs, parce qu'ils ont également un intérêt. Ils ne veulent pas que les Britanniques viennent s'asseoir dans cette région. Donc, ils vont faciliter les relations entre les Britanniques et les populations autochtones pour débloquer la situation. Et ils vont profiter de cette situation également pour modifier ces traités, comme d'ailleurs l'Italie l'avait fait avec le roi Ménélique II. C'est une pratique qui est vraiment courante. C'est donc l'interprétation de ces traités-là qui va accentuer les tensions entre les populations autochtones du Dahomey et les Français. Et ça va se matérialiser par des razzias qui seront opérés par les troupes du Dahomey contre des royaumes qui sont sous protectorat de la France. Parce qu'il faut rappeler que le royaume de Porto Novo, à l'époque vraiment où la France s'était rendue compte qu'il y avait une possibilité d'avoir des matières premières très privilégiées dans cette région, le royaume de Porto Novo a signé un traité de protectorat avec la France pour se protéger aussi par la même occasion de toutes les attaques qui pourraient provenir des royaumes voisins et des royaumes beaucoup plus puissants. Ça, c'est très important à prendre en compte également. Mais dans le cadre de cette signature de traité entre le royaume de Dahomey et la France, il y a un facteur important à prendre en compte. Le roi Glélé était vieillissant, était malade et donc n'était plus, on va dire, aussi méticuleux, aussi pointilleux qu'auparavant. Et donc, ça peut potentiellement expliquer tout ce flou autour de ces traités. Mais en 1889, le roi Glélé décède. Et quand il décède, c'est son fils qui reprend le trône. Son fils, le prince Kondo, désormais connu sous le nom du roi Béhanzin. En fait, Béhanzin, dès son arrivée, va annoncer les couleurs. Il ne veut pas entendre parler de concession, du fait que une partie de son territoire soit limite sous l'emprise des Français. Il va annoncer clairement les couleurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que
Le positionnement de Béhanzin, ce n'est pas du zèle, ce n'est pas l'envie d'un jeune qui est arrivé sur le trône de changer les choses. En fait, c'est un positionnement qui est dans la continuité du Dahomey. Et pour comprendre cela, il faut analyser un peu vraiment l'idéologie, la constitution du royaume de Dahomey. Le royaume de Dahomey, dont la capitale est Abomey, est un royaume certes, mais c'est un état à part entière, avec une constitution de plus d'une quarantaine de lois qu'on appelait les 41 lois de Sa Majesté Ouégbadja. Et le royaume de Dahomey avait une devise. Le Dahomey toujours plus grand, toujours plus prospère, toujours plus puissant. Et pour être cohérent à sa devise, elle avait une armée très structurée. Elle avait une politique décentralisée avec des sortes de gouverneurs qui géraient des départements du royaume. Et je dirais même que c'est un royaume qui était avant-gardiste pour l'époque, parce que des royaumes qui, à cette époque, avaient des régiments de leur armée qui étaient totalement féminins, qu'on appelait les Agodiers, c'était impressionnant pour l'époque, celles qu'on appelle les Amazones. Donc, c'est un royaume qui n'a pas vocation à laisser une partie de son territoire à une quelconque nation, à une quelconque entité. Et ça, c'est ça que prône le roi Béhanzin. Et il fait clairement comprendre à la France que c'est non négociable. À cet effet, les Français vont donc envoyer le gouverneur Bayol pour aller négocier la question de cette potentielle donation de Cotonou pour que les Français puissent vraiment pratiquer toutes les activités sur la côte. Et ça, clairement, le roi Béhanzin sera intransigeant. Et on est quand même à une époque où il y a un complexe de supériorité. Voir un noir qui tient tête au blanc, ça passe difficilement. Dès cet instant, le gouverneur Bayol va faire comprendre vraiment à la France, en tout cas à la métropole, que le roi Béhanzin est un obstacle à leurs intérêts économiques et même géostratégiques. À partir de là, la question ne sera plus autour de Cotonou. La question sera maintenant autour du Dahomey en lui-même. Il faudra se débarrasser de l'obstacle. Il faudra donc rayer de la carte ce roi qui est devenu très gênant. Mais Béhanzin, de son côté, avait déjà eu vent de ce qu'il attendait, de ce qui se préparait, de ce qui se tramait. Mais je vous avais dit un peu plus tôt que ce royaume avait une politique décentralisée. Ils avaient des sortes de gouverneurs qui géraient des sous-régions du royaume, comme Calavi, Cotonou, encore le Ouida. Et ces gouverneurs ont, comme par hasard, été arrêtés par les forces françaises et emprisonnés dans le royaume de Porto Novo, à cette époque qui était géré par le roi Tofa. Et cette situation-là va encore envenimer le climat qui prévalait entre la France et le Dahomey. Mais il y a également une donnée importante à prendre en compte. Je vous avais dit que le Ouida a abrité pendant longtemps les Allemands, les Néerlandais, les Portugais, les Anglais, bref, tous les Européens qui arrivaient dans la région résidaient généralement dans le Ouida. C'était la ville diplomatique. Et donc, Béhanzin, en représailles de ce manquement vis-à-vis de son royaume, va ordonner l'arrestation de nombreux Français dans la ville de Ouida. Et parmi ces Français, il y aura un homme de Dieu très connu. À partir de là, la situation va devenir encore plus tendue entre la France et le Dahomey. Cela va conduire à la première guerre du Dahomey. La France, ayant bien préparé son coup, va envoyer près de 359 hommes. Parmi ces hommes, il y aura pratiquement 200 tirailleurs sénégalais qui seront mobilisés pour aller combattre contre les troupes du Dahomey. Le 4 mars 1890, aux environs de 5 h du matin, une armée de fond, parce qu'il faut dire, le royaume du Dahomey, ça a été bâti par les fonds, une armée de fond, de Dahoméens si vous voulez, va lancer une offensive sanglante contre les positions françaises. Malgré le fait que les Français soient lourdement armés, il faut dire que le bilan sera vraiment très lourd des deux côtés, mais les Français vont vraiment prendre très cher dans cette histoire. Et à peine quelques semaines plus tard, la violence va encore monter d'un cran lors de la bataille d'Achupa. En effet, après avoir regroupé ses troupes, le Dahomey lance une offensive plus au sud, en direction de Porto Novo. Pour les intercepter, un détachement de Français de 350 à 400 soldats lourdement armés est dépêché. La bataille se déroule à quelques kilomètres d'Achupa. Les forces de Porto Novo de Quinto, soutenues par des tirailleurs sénégalais, servent de bouclier aux Français. Malgré cette alliance de royaumes opposés au Dahomey, les Dahoméens vont arriver à prendre le dessus. Finalement, le 3 octobre 1890, un accord sera signé entre les Dahoméens et la France. Ce sera en quelque sorte à demi-mot une façon pour les Français de s'avouer, on va dire, je ne dirais pas vaincu, mais de s'avouer en
difficultés. Voilà, je trouve les bons mots pour arrondir les bords. Donc, la première guerre du Dahomey s'est soldée par un accord, une sorte de trêve entre la France et les Dahoméens. C'est très important à comprendre. Mais j'ai également oublié de vous dire une chose, c'est que le sujet de cette première guerre n'était pas seulement en rapport avec Cotonou, avec la présence des Français, mais elle était également en rapport avec le royaume de Porto Novo. Il faut comprendre que entre le roi Tofa et le roi Glélé, et donc son fils, le roi Béhanzin, il y avait une certaine animosité que je ne veux pas développer parce que je risque d'avoir une version qui serait favorable à un camp par rapport à un autre camp. Quoi qu'il en soit, entre ces deux-là, il y avait déjà des tensions très palpables. Et le royaume de Dahomey était prêt à lancer une offensive sanglante contre le roi Tofa. Sauf que le royaume de Porto Novo a signé un accord de protectorat avec la France, ce qui les empêchait de lancer leurs offensives. Donc, dans cette première guerre du Dahomey, il y avait certes les raisons que je vous ai évoquées, notamment le contrôle de Cotonou, mais il y avait également la question de Porto Novo, qui est primordiale dans ce conflit. Quoi qu'il en soit, cette première guerre du Dahomey s'est soldée par une sorte de statu quo, une sorte de signature de trêve. Mais c'est là maintenant qu'on va développer le premier point que j'avais évoqué. Les savonneries, les huileries de Marseille qui avaient eu un gros succès. Comme à l'heure actuelle, où les multinationales ont un poids important dans toutes ces guerres qui se passent, ça a été pareil à cette époque. Il faut comprendre que le fait qu'il y ait une accalmie dans ce conflit n'arrange pas beaucoup les grosses maisons de savonnerie marseillaises. Parce que s'il y a une accalmie, ça veut dire qu'il n'y a pas de projet de progression, il n'y a pas de projet d'accaparement de toutes les matières premières qu'il y a dans le royaume de Dahomey. Et il faut également comprendre que lorsqu'il y a eu cette guerre, lorsqu'il y a eu cette trêve, il y a eu une signature, ce n'était pas un traité, c'était une sorte d'amnistie. Ça deviendrait un traité de paix si et seulement si ce document signé est ratifié par l'Assemblée, par le Palais Bourbon. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dès cet instant, il va y avoir une machine machiavélique qui va se mettre en place. Un lobbying violent, vraiment agressif, pour ne pas qu'il y ait signature ou ratification par l'Assemblée qui pourrait aboutir à un traité de paix entre le Dahomey et la France. Des grands industriels, des grands armateurs, des grandes maisons vont donc se mobiliser. Parmi elles, Cyprien Fabre, armateur français issu d'une des familles les plus riches et négociants de Marseille, Victor Régis l'aîné, banquier, armateur, industriel, la famille Borellus, la famille Régis, tous ces clans vont se liguer pour faire pression vraiment sur la classe politique pour ne pas que cette loi soit ratifiée et donc qu'il n'y ait pas de traité de paix. Le fait qu'il n'y ait pas de traité de paix équivaut clairement au fait que à tout moment, la guerre peut reprendre entre le Dahomey et la France. Et c'était le but de cette maison d'huilerie, de savonnerie. Il faudrait absolument avoir une guerre qui permettrait de contrôler le Dahomey et donc qui permettrait de siphonner les richesses, l'huile de palme du Dahomey. C'est très très important. C'est machiavélique, mais c'est ce qui s'était fait et c'est ce qui continue d'être fait dans la politique, dans la géopolitique actuelle. Les multinationales ont un rôle très important. Et donc, dès cet instant, Paris, pendant cette période de trêve entre 1890 et fin 1891, va envoyer plusieurs émissaires, plusieurs experts qui, dissimulés sous la coupole de marchands, sous la coupole de négociants, vont observer, vont analyser les forteresses, vont analyser la stratégie des Dahoméens en vue d'une guerre imminente. De l'autre côté, Béhanzin, lui, a aussi eu vent de ce qui se prépare. Il a profité pour restructurer son armée. Il a profité pour réorganiser ses défenses. Mais il a surtout profité pour s'équiper. Parce qu'il a compris que lors de la première guerre, certes, ses troupes se sont battues vraiment ardemment. Ses Amazones ont fait le taf, mais ils n'étaient pas aussi bien armés que les Français. Il va donc acheter des armes chez les Allemands qui ne sont pas loin, qui sont juste positionnés au Togo voisin par l'intermédiaire des négociants togolais. Et là, on peut se dire, oui, les Allemands sont les amis de Béhanzin. Non, les Allemands ont une certaine animosité avec la France, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont amis avec Béhanzin. Parce que Béhanzin s'est affirmé comme quelqu'un qui n'est pas prêt à subir, qui n'est pas prêt à être vraiment sous domination. Et donc, ce n'est pas forcément
quelqu'un avec qui on veut faire ami-ami. Cependant, à cette époque, ils y gagnaient de l'argent et ils y gagnaient le fait de voir leur ennemi, la France, être un peu malmené par ce petit poussé africain. Donc, dans ce contexte, Béhanzin va s'équiper en armes. De l'autre côté, la France va décider de diligenter spécialement un homme, le colonel Alfred Dodds, un soldat métis sénégalais, qui sera envoyé pour aller faire cette guerre. Et dès qu'il arrive, il annonce les couleurs. Il estime que le traité, en tout cas l'accord signé entre le Dahomey et la France n'a pas été respecté par le Dahomey. Et dès cet instant, on lance la seconde guerre du Dahomey. Durant cette seconde guerre du Dahomey, les Dahoméens avaient une armée de pratiquement 10 000 hommes avec entre 1000 et 2000 femmes. Mais les Français ont compris une chose. Ils ont compris que les Dahoméens avaient besoin d'armes. Ils ont donc occupé les côtes. Ils ont bloqué tous les ravitaillements. Et ça a fragilisé fortement les Dahoméens. Et donc, dans ce contexte, la guerre va commencer. Les Dahoméens sont plutôt malmenés, il faut le dire. Mais en face, il y a les Agoudiers, il y a les Amazones, il y a les soldats de l'armée dahoméenne qui sont vraiment habités par un esprit guerrier, par un esprit de fierté qui vont vraiment faire mordre la poussière aux troupes françaises. Et c'est le cas de le dire. Les troupes françaises vont mordre la poussière, très clairement. Le 19 septembre, lors de la bataille de Dogba, les Français perdent un de leurs éléments essentiels, le commandant Forax. Mais les troupes françaises, aidées par les tirailleurs sénégalais et les royaumes voisins ennemis, dont celui de Porto Novo, gagnent du terrain. Kissa, Akba, Gbedé seront les prochaines cibles de l'armée française et tomberont dans le mois d'octobre. Le 4 novembre, Canaan, une ville stratégique et le centre des pratiques spirituelles et ésotériques, tombe sous le contrôle des Français. À ce stade, les troupes françaises sont aux portes de Abomey, la ville des rois, la ville où est situé le temple de Béhanzin. Malheureusement, le 17 septembre 1892, la ville d'Abomey tombe. Les Français rentrent dans la ville d'Abomey. Avant ça, Béhanzin a eu le temps de mettre le feu à son temple et de fuir avec les irréductibles fidèles qui auraient voulu rester avec lui. Le colonel Dodds va donc faire son entrée triomphale dans la ville d'Abomey. Et c'est là qu'il va se passer un certain nombre de choses assez étranges. Parce que Béhanzin a certes fui, mais il n'en a pas fini. Il va donc sillonner un peu le Dahomey à travers les villes où il est plutôt apprécié pour se cacher. Malgré les tentatives du colonel Dodds de le capturer, il va réussir quand même à se cacher et même à pratiquer la technique du maquis contre les troupes françaises. Mais le colonel Dodds, en récompense de cette guerre qu'il vient de gagner, sera gradé général. Ce qui se passe donc, c'est que Béhanzin, qui avait pour chef d'état-major son frère Gouchili, apprendra que ce dernier a été érigé par les Français au rang de roi. Ce qui pourrait laisser sous-entendre que ce dernier avait des étroites collaborations avec les Français, peut-être même avant cette fameuse seconde guerre du Dahomey. Mais bon, ce sont des supputations. Le roi Béhanzin a acculé et en janvier 1894, il signe sa réédition. En tout cas, ça c'est la version officielle. Parce que dans l'autre version, c'est qu'on lui aurait donné rendez-vous pour discussion et grosso modo on l'aurait piégé. Quoi qu'il en soit, il sera déporté en Martinique. Et après, il va aller également en Algérie, il tombera malade, il fera plusieurs demandes pour rentrer dans son pays, mais ces demandes seront refusées et là-bas, il mourra. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Béhanzin, dès cet instant, est mis hors de circuit. Les Français peuvent enfin commencer à pratiquer réellement ce qu'ils voulaient. La colonisation, l'imposition de l'impôt colonial, l'obligation du travail forcé, le siphonnage des ressources naturelles du Dahomey. En fait, tous les royaumes de la région vont être mis sous protectorat français. Ils seront agencés, structurés, gouvernés par les Français comme ils le veulent. Le Dahomey en lui-même sera inclus dans l'AOF et va donc commencer la véritable colonisation française. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que certes, Béhanzin n'est plus, mais ça ne veut pas dire que la résistance est terminée. Parce que les Dahoméens vont opposer aux Français une farouche résistance qui est justifiée par tout un tas de brimades, d'aberrations auxquelles ils seront sujets. Clairement, les Français vont imposer le fait de travailler dans les champs
pour eux gratuitement. Ils vont imposer aux Dahoméens d'aller combattre dans des guerres, notamment la guerre mondiale, des guerres qui ne les concernent pas, contre le gré, et ils vont soumettre les Dahoméens à un impôt colonial. Donc, bien évidemment que il y aura beaucoup de révoltes. Et les Dahoméens, dans l'histoire du Dahomey, c'est pour ça que je dis que cette histoire est fascinante, c'est un peuple qui a toujours dit non quand il ne voulait pas. Très clairement, au risque de perdre la vie. Et ça, c'est, à mon sens, des histoires qui méritent d'être racontées, qui malheureusement sont peu évoquées. De 1914 à 1917, les troupes coloniales françaises vont essuyer vraiment des vents de révolte en cascade. Les premiers, en tout cas, l'une des révoltes les plus importantes fut la révolte des Olis. Les Olis, en fait, vont s'opposer à l'impôt colonial, vont s'opposer à ce que leurs parents soient recrutés pour aller combattre dans des guerres qui ne les concernent pas. Les Olis auront l'avantage d'être dans une région marécageuse, dans des régions difficiles d'accès, et les Français vont faire tout ce qu'ils pourront pour pouvoir réprimer surtout cet affront des Olis. Ils auront beaucoup de galères. Au final, ils prendront le dessus. Ce sera vraiment le début d'une période de révolte vraiment sans précédent contre les troupes coloniales françaises. Et dans cette répression violente-là, à la tête des troupes françaises, il y a le commandant Marouac. C'est lui vraiment qui donne le ton pour ces opérations éclairs, ces opérations meurtrières contre ces populations qui ont osé vouloir revendiquer leurs droits. Mais attention, là je vous parle du sud du royaume. Il n'y a pas que le sud qui s'est levé contre les Français. Il y a eu également le nord. À Borgou, mené par le roi Bioguera, pour pratiquement les mêmes raisons, les populations vont également s'opposer aux Français. Même si, à la fin de l'histoire, les Français vont répondre par la plus violente des manières avec des massacres et des crimes. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a eu de la résistance. En plus de Borgou, il y a eu également la révolte de Mono, où sous l'égide du roi Kaba, il y a eu vraiment la rébellion de Kaba, une rébellion très sérieuse que les Français ont vraiment eu du mal à endiguer. Plus concrètement, dans cette région, ce sont les Bariba, les Yoruba et d'autres ethnies qu'on retrouve là-bas. Et ces populations-là ont clairement dit non à la France. On dit non aux brimades qu'ils subissaient, on dit non aux conditions humiliantes qui leur étaient imposées et sont rebellés. Et ils ont farouchement résisté aux Français. Même si, résultat des courses, ça a conduit à des crimes, à des assassinats, à des arrestations, à des tortures. Ils ont dit clairement qu'ils ne voulaient pas de ce système. Toutes ces révoltes, en fait, ont mis en lumière les lacunes, les velléités de ce système colonial, de l'administration coloniale. On montrait également le côté obscur de l'administration coloniale. Mais on ne peut parler de période de résistance, de période de révolte contre les brimades, contre les injustices de la période coloniale, sans évoquer l'une des premières d'ailleurs qui s'est produite en 1905, je pense, c'est l'insurrection de Sakété. Je fais vraiment très rapidement, de façon très superficielle. Cette insurrection survient dans un contexte très particulier. Dans le cadre de cérémonies funéraires, les populations autochtones, semble-t-il, faisaient leur rite classique. Et la femme d'un administrateur colonial a estimé qu'il faisait trop de bruit. Souvent s'en suivent les disputes, le ton qui va monter, et l'administrateur colonial en question va tirer à balles réelles sur la foule et il y aura des morts. Va s'en suivre des mouvements violents, des bâtiments administratifs de l'administration coloniale qui seront détruits, il y aura des temples religieux des populations locales qui seront détruits, il y aura des massacres des populations. Bref, ça sera vraiment un épisode très très sombre de l'histoire du Dahomey. Un épisode vraiment très très sombre. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo très spécifiquement sur cet épisode. Mais quoi qu'il en soit, au soir des années 1918-1920, les Français ont pris le dessus. Ils ont endigué toutes sortes de mouvements de révolte et ils ont vraiment mis au sein de la société dahoméenne, au sein de ce territoire-là, toute leur façon de faire, toute leur idéologie. Ils ont pu asseoir leur politique. Mais je vous ai dit que l'histoire de Dahomey est très fascinante parce que il y a eu la période de Béhanzin, il y a eu l'après-période de Béhanzin avec les révoltes un peu partout à travers le territoire. Mais dès cet instant, la lutte allait continuer, mais plus par les armes. Maintenant,
pas les idéaux, pas l'intellect, pas les écrits, pas les revendications intellectuelles. Parce que il y a eu une période où les Dahoméens ont eu accès à l'éducation, où les Dahoméens ont eu accès à certaines infrastructures qui étaient profitables aux colons parce qu'il fallait acheminer toutes les matières premières siphonnées vers les régions côtières, et est donc née la première génération d'intellectuels dahoméens. Et cette première génération, croyez-moi, va vraiment faire le boulot. En fait, de cette première génération vont sortir des intellectuels qui ont pratiquement le même parcours. Hein. Ils vont étudier dans la région de Dahomey, ils vont aller continuer les études du côté de l'école normale William Ponty du Sénégal, et reviennent. Et de cette génération vont naître des personnages très importants comme Louis Nkarin qui vont vraiment lancer la locomotive de la presse militante. Des organes de presse qui vont décrier, dénoncer, scander haut et fort les idées des populations. Louis Nkarin, figure clé de ce mouvement, a utilisé des publications comme le Recadré de Béhanzin et le Messager de Dahomey pour dénoncer le colonialisme et promouvoir le patriotisme et la justice sociale. D'autres journaux comme le Guide de Dahomey de Dorothée Lima vont également faire le travail. Bien évidemment, tous ces mouvements de presse militante, de presse dénonciatrice vont également être encore endigués et asphyxiés sous la pression de l'administration coloniale. Mais c'est très important de comprendre que le Dahomey, quand il a fallu résister par les armes, l'a fait. Quand il a fallu résister par le sabotage, l'a fait. Quand il a fallu résister par l'intellect et par des créations intellectuelles, l'a également fait. Là, on est pratiquement à la fin de la vidéo. Pourquoi? Parce que je ne vais pas aller plus loin. Parce que dans la seconde vidéo, on va attaquer vraiment la Seconde Guerre mondiale. Ce qui va en découler. La lutte pour l'indépendance, la création des partis politiques, les tensions qui vont naître entre ces partis politiques et qui vont vraiment s'aimer la graine de ce qui va suivre dans le pays, l'accession à l'indépendance, les grosses périodes d'instabilité, les coups d'État, la présence de l'armée, l'omniprésence de l'armée, les ingérences de la France. Et on fera une dernière partie qui sera en rapport avec une opération militaire de la France qui a été diligentée au Bénin pour pouvoir enlever un président qui était, semble-t-il, gênant pour eux, mais la mission n'a pas abouti. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. C'était vraiment une entrée en matière, une mise en bouche pour l'histoire du Bénin, parce que dans la seconde partie, on va attaquer la partie beaucoup plus géopolitique, la partie beaucoup plus politique, beaucoup plus contemporaine, on va dire. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On est à la 4e vidéo de notre série de 20 vidéos en 30 jours. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des likes, à commenter, parce que c'est ce qui donne la force. C'est beaucoup de boulot. Moi, tout ce que je demande, c'est que vous souteniez. D'ici là, portez-vous bien,